2021-2022, le Théâtre grec de Genève a donné 15 représentations d'une pièce de théâtre en 13 épisodes avec un prologue, un épilogue qui retrace la vie et l'œuvre de Jean Capodistria. Il se trouve que j'ai écrit cette pièce et avec Dimitri Demetriades, ici présent, président du théâtre et comédien, qui a endossé le rôle de Capodistria, nous l'avons travaillé beaucoup en cherchant non seulement à comprendre l'époque, mais à comprendre la mentalité, la psychologie, entrer dans l'esprit de Capodistria, ses intentions. La particularité essentielle de cette pièce est qu'elle se base sur des événements réels qui ont eu lieu dans l'Europe mouvementée du XIXe siècle. Elle a donc une dimension historique, ce n'est pas une fiction. De cette historicité découle une autre particularité de la pièce, tout aussi importante. Les propos qu'elle contient dans ces dialogues, parce qu'une pièce de théâtre, c'est des dialogues, l'enjeu initial est des dialogues entre personnes, sont des paroles authentiques dans leur grande majorité. Je les ai puisées, ces paroles, dans des documents historiques, rapportés donc par les historiens, après des fouilles assez longues. Il s'agit d'échanges épistolaires, ils écrivaient beaucoup à l'époque, des autobiographies, des journaux intimes, comme celui d'Hénard qui se trouve à la bibliothèque de Genève, des comptes rendus de congrès, congrès de Vienne, congrès de Leibach, etc. Ainsi, on a pu représenter, c'est-à-dire rendre présent. Le représenter, le re du représenter, c'est pas présenter une nouvelle fois. Ça vient de res presentium, comme la République. Les choses sont présentes sur la scène et on rend présent les événements et les propos que Capodistria a vécu et échangé avec plusieurs personnalités de l'époque, avec le tsar Alexandre Ier, Metternich, Roxandra Sturza, la grande amie de Capodistria, des guerriers grecs comme Avromichalis et Kolokotronis, son ami et bienfaiteur genevois Jean-Gabriel Hénard, et sa femme Anna, très importante, et d'autres. Et on a réuni une vingtaine de personnalités interprétées par des comédiens, puisqu'on a joué, plusieurs d'entre vous ont déjà vu cette pièce, je le reconnais ici. Aujourd'hui, on fait un saut dans le temps, et Dimitri, dans son rôle de Capodistria, vous l'avez vu habillé, est appelé à dialoguer avec un autre grand personnage du XIXe siècle, avec Guillaume-Henri Dufour, interprété par le comédien Jean Winiger. Dans une rencontre imaginée, celle-ci, à la fois improbable, comme le dit M. Studer, et je dirais invraisemblable, puisqu'ils habitaient les deux la même ville, dans la même époque. Ils auraient pu se rencontrer, probablement ils l'ont fait chez les Hénards ou ailleurs, dans les ruelles de la vieille ville. C'est M. Studer, notre hôte de ces lieux et organisateur de cette manifestation, qui nous a inspiré, à Dimitri et à moi-même, l'idée de ce dialogue théâtral et qui nous a aidés, vraiment, aussi dans le texte, à le réaliser. Nous l'en remercions. Alors, bon spectacle. Bonjour, comte Capodistria, je vous en prie. Soyez le bienvenu à la Villa Dufour. C'est ainsi qu'on l'appelle aujourd'hui. Elle est bien plus cossue que celle que j'avais dessinée en 1845 et que j'ai habité 30 ans. Faute de vous avoir connu à Corfou, où vous êtes né et où j'ai failli mourir. Mais je suis heureux que nous puissions nous rencontrer à Genève, une ville que nous aimons, vous et moi. Bonjour, général Dufour. Vous savez, selon certains historiens, nous aurions eu des vies parallèles, comme les biographies de personnages historiques chez Plutarque. Et les parallèles en géométrie du moins ne se rencontrent pas, sauf à l'infini. Et vous savez que je suis né 11 ans après vous à Constance, dans l'Empire d'Autriche,
où mes parents s'étaient réfugiés lors de la Révolution genevoise. Après le retour de ma famille à Genève, je deviens français par la force du destin. Racontez-moi. Oui, lorsque Napoléon créa le département du Léman qui comprenait aussi Genève. En 1807, comme on nous l'a rappelé, âgé de 20 ans, j'ai commencé une école d'ingénieur à l'école polytechnique de Paris. Puis j'ai étudié à Metz, où j'ai appris l'application des abstractions mathématiques aux données concrètes de la fortification. J'aimais beaucoup cela. Je suis sorti premier de la division du génie. Je vous félicite. Premier de ma classe à Metz, je reçois l'ordre de me rendre à Corfou en 1810 pour y améliorer les fortifications de l'île contre la menace de la flotte anglaise. Moi, j'étais dans mon élément, le gros des fortifications. Des ouvrages admirables et très utiles. En effet, la position géographique de Corfou a toujours suscité les convoitises des grandes puissances. Elle était faite de Napoléon, que j'ai servi fidèlement. Plusieurs années, j'ai senti que je me trouvais à la croisée des chemins. J'ai démissionné de la nouvelle administration française royaliste et je suis retourné à Genève, qui faisait partie désormais de la Confédération helvétique. Oui, grâce à la longue diète qui a finalement adopté une nouvelle constitution, et grâce aussi au congrès de Vienne. J'y étais. Un des points importants fut précisément l'accession de Genève au rang de canton de la Confédération. Je connais le rôle que vous avez joué pour la Suisse au congrès de Vienne en 1814-1815. Je suis même impressionné par l'empreinte que vous avez laissée à ce congrès. Expliquez-moi, comment un natif de Corfou se retrouve-t-il ministre plénipotentiaire de la Russie en Suisse? C'est une longue histoire, mais en résumé, le tsar Alexandre Ier m'avait envoyé en Suisse déjà en 1813, et dans le but, j'ose vous l'avouer, d'aider ce pays à se soustraire à l'influence napoléonienne. Mais surtout, avec pour mission d'assurer à la Suisse son indépendance et son intégrité, et aussi de lui conférer une neutralité perpétuelle. La neutralité, une idée audacieuse. Vous savez, l'empereur de Russie était toujours en faveur de la concertation internationale. Il en était même fier. Mais aussi, étant à la tête de l'une des grandes puissances, il ne cessait de me répéter qu'il nous fallait un pays neutre au centre de l'Europe qui ne puisse servir de pion à aucune nation. Restaurer la Confédération helvétique, disait-il, c'est aussi prendre part aux grandes œuvres de la restauration européenne. Mais pourquoi, avant cette mission, êtes-vous allé en Russie? J'en avais reçu la proposition lorsque j'étais à Corfou. Il faut dire que quelques années auparavant, vers 1800, nous avons fondé la République indépendante des 7 îles, avec sa propre constitution, imaginez, sous la protection de la Russie. J'avais pris part à son organisation. J'ai donc accepté la proposition d'entrer dans la diplomatie russe et je fus envoyé par le tsar lui-même en Suisse. En acceptant cette mission délicate, j'ai pensé que peut-être les cantons suisses ressemblaient par leur similarité et par leurs différences aux 7 îles de la mer Ionienne. Dans ma nouvelle fonction de diplomate qui m'a conduit jusqu'à Saint-Pétersbourg, imaginez,
j'ai vu aussi, il est vrai, une occasion de venir en aide à ma patrie, à ma nation, devrais-je dire. J'entends la Grèce entière, qui depuis 4 siècles était sous le joug de l'Empire ottoman. Je sais. D'ailleurs, vous rappelez-vous, bien des années après, en 1827, le Philhellène genevois Jean-Gabriel Hénard, votre ami, m'a demandé de me mettre à la tête d'un contingent suisse pour soutenir les Grecs contre les Ottomans. Et vous lui avez refusé d'organiser une telle opération, je me souviens, en lui opposant des arguments juridiques. Vous me les aviez d'ailleurs présentés vous-même à l'époque, ces arguments. Oui, des arguments qui s'appuyaient sur la neutralité suisse précisément. J'ai bien compris votre position. Cela dit, je me souviens bien que ce fut là notre seule rencontre. Et pour revenir à votre patrie, la République des Sept-Îles passe en 1807 sous le contrôle de l'Empire français, qui installe une garnison de 6000 hommes. Pour Napoléon Ier, la possession de Corfou se révèle capitale pour le contrôle de l'Adriatique. Un lac français, disait-il. Passons. Vous y êtes arrivé. Le jour de Noël 1810, nous entrions le soir dans le port de Corfou. Le calme le plus complet avait succédé au coup de vent. Il fallut le secours des rames pour arriver. Nous étions sur une chaloupe canonnière pouvant aller à voile et à rame. On ne se servait pas de gros bâtiments pour mieux échapper à la vue et aux poursuites des Anglais. Car la flotte anglaise était maîtresse de la mer autour de Corfou. À Corfou, j'ai côtoyé le général François-Xavier d'Ancelot. Ah, saviez-vous que Corfou lui a dédié une rue? Bien sûr. Et puis surtout, le colonel Henri Baudran, directeur des fortifications des îles Ioniennes, un guide éclairé, et ensuite devenu un ami dévoué. Arrivé à Corfou avec le grade de lieutenant, je fus promu rapidement capitaine en août 1812. Imaginez, vous, Genevois, vous étudiez en France et vous êtes envoyé par l'empereur fortifier ma patrie. Alors que moi, né à Corfou, engagé par la Russie, je suis envoyé par le tsar dans votre patrie. Nous ne nous sommes pas rencontrés souvent, néanmoins, nos destins se sont croisés. 2 empereurs en guerre entre eux. On voit chacun une personne de confiance œuvrer pour le bien de nos patries respectives. Mais revenons à votre séjour à Corfou. À Corfou, mes occupations sont multiples. Une des plus importantes est la consolidation et la cartographie des fortifications de la place. N'oublions pas que la France est en guerre contre l'Angleterre. Lors d'une inspection de nos fortifications par la mer, nous sommes tombés, le colonel Baudron et moi-même, dans une embuscade anglaise. Je fus grièvement blessé. En grand uniforme, comme on l'a dit, jeune âge, épée au côté. Et j'étais malade, on m'a donné de la morphine, qui m'a, dans un premier temps, aggravé la situation, et je fus guéri. On suivit le blocus naval, et ensuite l'occupation des îles Ioniennes par les Anglais, mon retour en France, la chute définitive de Napoléon, et comme je vous l'ai déjà dit, expliqué mon retour définitif à Genève. Alors que moi, étant allé en Suisse en 1813, j'avais déjà quitté ce pays.
Excellence. Votre secrétaire, Élie Ami Béton, disait de vous, et je cite, « Familiarisé avec le langage des passions populaires, Capodistria se trouva parfaitement à l'aise au milieu du choc des partis qui agitaient l'Helvétie à cette époque. Il sut se concilier leur estime, parce qu'il n'employa jamais avec eux la duplicité ni roideur, et s'initia franchement à leurs affaires domestiques. » Il est vrai que vous êtes arrivé en Suisse au moment où elle était profondément divisée et se trouvait quasiment au bord de la guerre civile. Durant 10 mois, à force de dialogue, de conviction, de persévérance qui force l'admiration, en diplomate de génie, vous avez fini par convaincre les cantons suisses de s'entendre afin de jeter les bases d'un pacte fédéral. Oui. J'ai dû déployer de grands moyens, de grands efforts pour l'aider à retrouver indépendance et cohésion, et pour lui conférer une neutralité perpétuelle. Grâce à votre activité soutenue et à votre obstination, je crois pouvoir affirmer que vous avez exercé l'influence la plus déterminante parmi les envoyés des puissances alliées. Votre mission en Suisse a rendu possible que chaque canton élabore une nouvelle constitution et que l'Assemblée des députés, la Diète, ratifie ce pacte fédéral de 1815 qui, rappelons-le, représentait une alliance consentie entre États souverains. J'ai voyagé dans tous les cantons, rencontré tous les acteurs, calmé des passions, cherché des compromis. Comme je l'ai écrit à mon père en septembre 1814, c'est la fin d'une négociation qui m'a coûté des peines infinies. Mais peu importe, les Suisses, ces excellentes gens, m'ont comblé de marques d'amitié. S'ils peuvent à l'avenir être heureux et jouir de leur indépendance, je n'aurais perdu ni mon temps, ni ma peine. Il me semble que c'est bien le cas aujourd'hui, non? On peut donc vous créditer du rétablissement de la paix civile dans mon pays et la stabilité de l'Europe. J'étais heureux d'y contribuer. J'étais à Vienne pour négocier en faveur de la Suisse. Nous avons travaillé à l'accession de Genève et de Vaud au rang de canton, avec pour Genève le concours précieux de Pictet de Rochemont, ce politicien éclairé, qui est devenu mon ami, l'oncle d'Anna Hénard. Et aussi, avec l'aide pour le canton de Vaud, de Frédéric César de la Harpe, cet Européen convaincu avant l'heure. Vous savez, c'est Frédéric César de la Harpe qui a appris le français à l'empereur de Russie. Mais vous savez sans doute que Pictet de Rochemont a dit de vous au Grand Conseil de Genève: de tous ceux qui se sont intéressés à nos succès, personne ne l'a fait avec plus de suite, de bienveillance, d'intelligence et d'effet que le comte Capodistria, le phénix de la diplomatie. Oui, mais attendez. Les Genevois et les Vaudois peuvent être reconnaissants à leurs hommes politiques, mais aussi à Alexandre Ier, qui a favorisé ces changements en voyant très tôt l'intérêt des grandes puissances d'une Suisse indépendante et neutre. Excellence, nous avons parlé de vos qualités d'homme politique, de diplomate, mais quelles sont vos convictions profondes? Je crois aux droits des petits. Par exemple, des petits pays à l'autodétermination et à l'indépendance. Mais ma conviction la plus profonde est la valeur de l'éducation.
l'éducation est le berceau de la paix. Aussi bien à Corfou et aux autres îles ioniennes après la naissance de leur république en 1800, qu'en tant que président du jeune État grec dès 1827, j'ai mis l'accent sur la formation et nous avons créé de nombreux établissements d'enseignement. Des écoles primaires, secondaires, des écoles d'agriculture, des orphelinats, des écoles ecclésiastiques. Mais vous, général Dufour, vous avez de grands travaux à votre actif. Vous avez construit des fortifications, des routes, des ponts, des chemins de fer. Et en plus, vous étiez pionnier de la cartographie. Dans le domaine de l'armée et de la politique, vous avez joué un rôle unificateur, voire pacificateur, sans oublier votre rôle significatif dans la création de la Croix-Rouge aux côtés d'Henri Dunant. Vous savez, cher comte Capodistria, les petites pierres que nous avons mises chacun dans l'édifice de la construction de nos pays et de l'Europe sont tout de même, et ont joué tout de même un rôle certain dans l'évolution de leur civilisation. Espérons que leurs habitants sauront préserver la paix.